Et puis je me dis, si un jour je suis foutu, je veux quand même dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et je me dis, il y a quelque chose ne colle pas. On guérit d'un côté et on escape les gens d'un autre côté. Or, qu'est-ce qu'on voit là? Ils ne mangent pas de fruits. Ils mangent de tout, sauf des fruits. Ils mangent pratiquement pas de fruits. Et ça fait des super centenaires. Alors, la théorie des antioxydants, bon, prenons bien, on nous a dit aussi, nous avons le même tube digestif que les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans ou ça. Alors, ce sont des frugivores. C'est un mensonge éhonté. Éhonté. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai mangé à la table un célèbre végétalien, il se tapait des steaks saignants épais comme ça. Le temple du végétalisme, on y rentre porté par les ailes de la spiritualité et on en sort dans un cimetière d'enfants. Bonjour Monsieur Robert Masson. Voilà, ravi de vous rencontrer, bonjour. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Je vais essayer parce que c'est une chose que j'aime pas tellement. Si vous voulez, voilà, lorsque j'étais adolescent, j'étais atteint de très grave maladie et puis pour la médecine, j'avais que quelques années à vivre. Et alors j'ai cherché simplement à voir s'il n'y avait pas d'autre chose qui pourrait me tirer d'affaire. Et puis on avait dit donc à ma mère que si j'atteignais 18 ans, ce serait un cadeau de Dieu. Elle me l'a dit après, parce que je l'ai vu en larmes en descendant les services de cardiologie de Fachstatt, j'ai bien compris que c'était pas très beau ce qui avait été dit. Et puis, alors j'ai cherché ailleurs, et j'ai eu la chance de tomber assez vite et de comprendre assez vite ce qui me rendait malade. Je mangeais toute la journée du cacao et du sucre à la petite cuillère. J'adorais lire, et toute la journée je mangeais cela. J'avais horreur des crudités, et pour faire l'homme comme les copains, je fumais un petit peu. Bon, j'ai arrêté bien sûr le tabac, j'ai eu une nourriture plus équilibrée, pris des crudités au repas, mais surtout j'ai arrêté toute la journée de manger du sucre et du cacao. Et en quelques mois, mes symptômes se sont estompés, je pouvais pas courir 20 mètres, impossible de courir. C'était à un moment donné, je me souviens, je revenais d'un match de foot au Stade Bonal, enfin, pas en tant que spectateur, un match de foot au Stade Bonal à Sochaux, et là, j'ai dû m'asseoir sur une murette et ne plus pouvoir bouger. J'ai fait prévenir ma mère qui est venue me chercher. Donc, j'avais un genou, bon, rhumatisme articulaire aigu, grave, donc le cœur très atteint, voilà. Donc, en changeant mon mode de vie, j'ai pu me guérir tout doucement. Et après, je devais avoir dans les, 25 ou 30 ans par là autour, j'ai rencontré celui qui était le plus grand propagateur de la naturopathie en France, Pierre Valentin Marchesso. Un grand monsieur au visage de prophète, avec des visions de prophète, quelqu'un d'extraordinaire. Mais, alors donc, j'ai été son collaborateur 20 ou 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus. Et puis, il m'appelait son fidèle lieutenant, et je partageais tous ses points de vue en ce qui concerne la santé et la vision globale du monde, sauf en nutrition, où, hormis la question de frugalité et la question de bio, on n'appelait pas cela comme ça à cette époque, on appelait ça l'état naturel, j'étais entièrement d'accord avec lui, mais pas d'accord sur le fait de consommer des quantités énormes de fruits, et sur le fait de manger tout cru, et sur le fait de séparer les aliments protéiques des aliments farineux. Car, bien sûr, je l'avais mis en pratique à cette époque et j'ai amélioré ou je guérissais des gens qui avaient du psoriasis, de l'arthrose, de l'eczéma, de l'asthme, mais paradoxalement, les gens me disaient « Oui, ça va mieux, mais je ne peux plus faire de sport, je ne peux plus avoir de rapport sexuel, je suis crevé en permanence. » Et je me dis « Il y a quelque chose qui ne colle pas. On guérit d'un côté et on escape les gens d'un autre côté. » Alors là, j'avais énoncé cette petite loi. Tous ces parentismes alimentaires simplifient la digestion
et de ce fait diminue les fermentescences, les putrescences, mais certains séparantismes, notamment farineux, protéines, entraînent perte de poids, de vitalité et d'énergie. Donc c'était une consolation. À partir de là, j'ai été en désaccord avec Pierre-Valentin Marchessault, et bien sûr, il m'a demandé de ne plus enseigner chez lui, puisque je disais clairement que je ne pouvais pas être d'accord avec des méthodes qui entraînaient une dévitalisation. Donc vous avez voilà. Continué votre chemin en solitaire. Alors après, vers les années... alors j'étais sollicité pour travailler pour une école, la CISMA, et à un moment donné, même on était la plus importante école de naturopathie au monde, puisqu'il y avait 330-350 élèves. Hein, c'était énorme. Et puis comme avec ces personnes, j'ai toujours resté ami avec, hein, mais enfin bon, j'arrivais pas à briller, il fallait bien que je vive. Hein. Naturopathe ou pas, il faut manger, il faut quelque chose dans l'assiette et il faut un toit. Hein. Et bon, ben, j'ai fondé ma propre école, et voilà, mais j'ai rencontré Sandrine, que j'ai été en contact, qui a beaucoup propager mon image de marque, si je puis dire, qui a beaucoup agrandi cette école. Et maintenant, quoique étant séparés, nous sommes toujours à la tête du SENA. Voilà. Donc voilà un peu le parcours, si vous voulez. Si je peux me permettre, du coup, on vous a diagnostiqué votre problème cardiaque à quel âge ? Écoutez, je devais, ça a été diagnostiqué, je devais avoir, ça devait être autour de 13 ans, je pense, autour de 13 ans. D'accord. Vous en avez combien à présent ? Ah ben, je vais avoir 85 ans. D'ailleurs, vous voyez, quand je pratiquais les méthodes naturelles, toujours nourriture bio, certes, frugale, certes, mais dissociée. Car bien sûr, j'ai expérimenté aussi sur moi. À cette époque, j'allais voir ma mère, qui habite Montbéliard, partait de Paris-Montbéliard, à peu près, un peu moins de 500 km. J'étais obligé de m'arrêter tous les 100 km pour dormir. Maintenant, plus de 50 ans après, je peux faire le trajet d'une seule traite, hein, plus de 50 ans après. Mais il est vrai que j'échange. Si ma nourriture est restée bio, j'ai très rapidement vu le danger de cette méthode et je l'ai expliqué tout le temps dans mes conférences. Donc pour moi, c'est une erreur gravissime dont nous parlerons, je pense, hein, de se séparer aliments protéines, aliments farineux. Voilà. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'alors actuellement on constate une recrudescence de la mode végétalien avec le mouvement vegan, dont vous avez peut-être entendu parler. Oui, voilà. Alors je pense qu'après la guerre, les gens ayant été frustrés et carencés, d'ailleurs pendant la guerre, les restrictions, les hôpitaux étaient plutôt vides, hein. Alors après la guerre, les gens se sont jetés sur la nourriture quand il y a eu l'abondance. Vous aviez des gens qui commençaient, par exemple, par un plateau de cochonaille. Après, il y avait une viande avec une purée. Après, il y avait du fromage. Après, il pouvait y avoir un dessert aux œufs au lait, par exemple, l'huile flottante. 5 apports de protéines le midi, 5 apports de protéines le soir. 10 apports de protéines par jour. Il va sans dire que c'était l'excès. Alors, bon, des voix se sont élevées pour dénoncer le danger d'excès de protéines, mais par contre, à vouloir les supprimer, c'était extrêmement dangereux. Donc on est passé d'un extrême à l'autre, on est passé du 10 apports par jour à 0 apport par jour ou à 2 apports par semaine, ce qui est absolument une aberration. Les apports protéiques, nous en parlerons, mais il faut, pour la plupart des individus, un apport midi et soir. Un peu de viande de midi ou deux, un peu de poisson de fruits de mer le soir. Ça, c'est le mieux. Quand je dis un peu, ça signifie autour de 100 à 150 grammes. Ça peut être suffisant. Encore que les situations de croissance ou certains états de vieillesse, de malabsorption intestinale peuvent augmenter ces besoins. Mais le monde de la naturopathie, et même le monde de la médecine, de beaucoup de médecins malheureusement, et de certains nutritionnistes, ils confondent même protéines et aliments protéiques. Par exemple, tout simplement, 100 grammes de viande, c'est à peu près 18-20 grammes de protéines, 100 grammes de poisson, approximativement aussi, 100 grammes d'œufs, c'est 18 grammes. Or, dans 100 grammes de viande, il n'y a pas 100 grammes de protéines, il y a 18-20 grammes. Alors, quand on dit qu'un individu doit avoir 1 gramme par jour
1 gramme par jour de protéines par kilo corporel, ce qui signifie par exemple pour un petit bonhomme comme moi de 60-63 kilos, 60 grammes de protéines. Mais 60 grammes de protéines, je les trouve dans 150 grammes de viande plus 150 grammes de poisson. 60 grammes de protéines se trouvent dans 300 grammes d'aliments protéiques. Donc il y a une redoutable confusion chez les naturaux et même chez certains médecins et même, non pas quand même les diététiciens, mais entre la protéine et aliments protéiques. Hein, voilà. Maintenant, je vais tout de suite vous dire ma position sur les protéines et sur le. Voulez-vous qu'on parle du végétalisme? Je voulais vous déjà, allez venir. Voilà, je voulais déjà que vous fassiez le point des différentes modes alimentaires, parce que je sais que depuis les années 60, alors on a eu la méthode Kousmine, il y a eu la méthode Seignalé, il y a eu l'alimentation dissociée, c'était Shelton, c'est ça? Est-ce que vous pouvez faire un historique? Écoutez, c'est extrêmement simple. Si vous prenez un monsieur qui vient de faire une dizaine de kilomètres en ayant sur son dos 10 kilos de viande, 10 kilos de poisson, 10 kilos d'œufs, 10 kilos de fruits, 10 kilos de légumes et 10 kilos de céréales et 10 kilos de légumineuses. L'individu est claqué, il n'en peut plus. Vous fermez les yeux et vous enlevez un paquet, soit les fruits, soit les viandes, soit les céréales. Et qu'est-ce que vous dit l'individu? Qu'est-ce que je me sens bien? Eh bien, dans l'homme moderne, actuel, suralimenté, vous enlevez n'importe quoi, les céréales, ou les viandes, ou les œufs, ou les fruits, et l'individu va mieux. Donc, tout simplement parce que vous faites un allègement. Il va mieux jusqu'à quand? Quand vous enlevez un aliment, l'organisme a des réserves nutritionnelles, des éléments qu'il tirait de cet aliment. Par exemple, si vous enlevez les protéines animales, et qu'il n'y a plus de B12 dans l'alimentation, eh bien, dans le corps, on a pour 3 ans de réserve. Donc, l'individu va dire, mais je n'avais pas besoin de cela. C'est seulement au bout de 3 ans qu'il va souffrir d'une carence en B12. Même chose, vous enlevez les fruits, totalement les crudités, fruits et légumes de l'alimentation, l'individu va dire, qu'est-ce que je suis bien. Mais au bout d'un mois ou deux, apparaissent les premières carences en vitamine C. Les dents, il va saigner un peu des dents, il va devenir un peu plus frileux, il va avoir des ongles cassants, il va avoir des infections plus faciles. Il va falloir attendre un certain temps. Même chose, vous enlevez les graisses animales avant qu'il y ait une malqualification par manque de D3, eh bien, il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ça qui est très grave. C'est que l'organisme a des réserves qu'il tirait de l'aliment. Il va falloir des années, parfois, avant qu'apparaissent les symptômes de carence. Par contre, dès l'instant où vous avez enlevé quelque chose, comme il y a un allègement digestif et métabolique, l'individu va mieux, le sang est plus fluide, le cœur pulse moins, encore un sang plus fluide et moins abondant, il y a une diminution de la volémie, du volume du sang, qui est plus fluide, le cœur va mieux, l'individu est moins essoufflé, etc. Voyez? Donc, dès l'instant où vous enlevez quelque chose, n'importe quoi, l'individu va aller mieux. Alors plutôt, prenons notre individu qui vient de faire 8-10 km avec tous ses sacs sur le dos, alors pratiquons l'allègement. Mais au lieu d'enlever un paquet, enlevons un peu de chaque paquet et on a le même allègement sans risquer de carence. Mais c'est trop simple ça. Et on n'aime pas les choses simples. L'individu a besoin de choses, il faut que ce soit draconien. On n'est pas capable, on a beaucoup de mal de comprendre les nuances. Mais il suffit. Vous pouvez inventer n'importe quel système et devenir riche. Inventer, je sais pas quoi. Dites inventer le thalassavorisme, par exemple. Allez, tiens. Demain, les gens n'ont plus le droit qu'à manger du poisson, des fruits de mer, des algues et des légumes de mer. Mais vous allez faire des miracles. Vous allez vous enrichir jusqu'au moment où les individus auront des carences protéiques, puisqu'ayant enlevé les farineux, une bonne partie de la protéine sera transformée en sucre. Mais en attendant, vous allez devenir milliardaire ou millionnaire. Donc, toute ablation, toute soustraction d'un aliment va être bénéfique pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'au moment où apparaissent les carences, où l'organisme n'a plus de réserve de l'élément qu'il tirait
de l'aliment soustrait. Et là, les carences apparaissent avec les déprimes, etc. Et les ruptures de couple, parce que très souvent dans un couple, l'homme oblige la femme à suivre, ou le contraire, et il y a un jour, il y en a un qui en a marre, qui est frustré et qui s'en va. Hein? Bon, il y a aussi ça dont on parle peu. Hein? Quant aux gosses, ces pauvres gosses qui n'ont pas le droit de manger un morceau de pain parce que ça contient du gluten, d'autres qui n'ont pas le droit de manger un œuf parce qu'il y a de la caséine, parce qu'il y a des protéines, etc. Un jour ou l'autre, outre les carences organiques, les enfants, non seulement tombent malades, mais quand ils ont l'âge de décider par eux-mêmes, non seulement ils font des orgies de nourriture et ils détestent ses parents qui les ont tant frustrés. On perd tout. On perd non seulement la santé des gosses, mais on perd aussi leur amour. C'est grave. C'est extrêmement grave. En fait, l'homme atteint les plus hauts niveaux de santé quand il mange de tout, mais le plus bio possible et le plus frugalement possible. Si on regarde les centenaires de par le monde, on s'aperçoit de choses extraordinaires. On s'aperçoit qu'il y a des endroits comme par exemple les Vilcabamba de l'Équateur. Je connaissais bien puisqu'une de mes petites élèves, quand je leur demandais de faire une thèse il y a une trentaine d'années, a été faire son stage chez les Vilcabamba. Eh bien là, ils mangent assez peu de viande. Ils mangent assez peu de viande et ils atteignent un grand âge. À d'autres endroits, vous avez les Abkhazes de Sibérie, où on mange une nourriture à 80-90% carnée. Et on vient quand même centenaire. C'est même le seul endroit au monde où les dents repoussent après 100 ans. Si vous prenez par exemple les Crétois, paraît-il, le régime crétois, on vient vieux parce qu'on mange beaucoup de fruits. Alors comment expliquer que le pays où il y a les super centenaires, l'île d'Okinawa, on appelle super centenaire, qu'on dépasse, il y a beaucoup de gens de plus de 110 ans. Oui. Donc super, vous savez sans doute. C'est au Japon, oui. Or, qu'est-ce qu'on voit là? Ils ne mangent pas de fruits. Ils mangent de tout, sauf des fruits. Ils mangent pratiquement pas de fruits. Et ça fait des super centenaires. Alors, la théorie des antioxydants, hein. Bon. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un point commun à tous ces gens qui ont des nourritures totalement différentes et qui atteignent 100 ans et plus? Eh bien oui, il y a un point commun extrêmement simple. La frugalité. Les nourritures sont très variées, mais en général, ils mangent bio, des aliments du terroir, mais surtout, ils mangent peu. Ils mangent frugalement. Et c'est ça le secret de la longévité. Quelle que soit votre alimentation, quelle qu'elle soit, vous naissez avec un potentiel de division cellulaire. Et quand vous arrivez, ou à peu près à 70 divisions, je crois, un peu plus, un peu moins, quand vous arrivez au terme de vos divisions cellulaires, c'est la mort. Alors, quand on mange normalement, un homme qui est fait pour 70 ans, vivre 70 ans, va vivre 70 ans. Il mange normalement, ses cellules s'usent normalement, meurt normalement et se renouvelle normalement. Et il arrive au terme de ses divisions. Par contre, si l'individu mange comme 2 pour 3, il mange plus qu'il ne faut, les cellules travaillent beaucoup plus, elles s'usent beaucoup plus vite, elles meurent beaucoup plus vite, elles se renouvellent beaucoup plus vite, et les 70 divisions cellulaires, au lieu de se renouveler en 70 ans, vont se renouveler en 50 ans. On ne peut pas prolonger la vie, mais on peut ralentir la cadence. Si, on peut prolonger la vie, mais simplement en ralentissant la cadence des divisions cellulaires. Et par exemple, un individu qui est fait pour vivre 70 ans, lui, il mange de tout, mais il est sobre, il est frugal, il mange peu. Lui, il demande peu à son métabolisme cellulaire, qui travaille peu. Les cellules meurent beaucoup plus lentement, se renouvellent plus lentement, meurent plus lentement et se renouvellent plus lentement. Et il va faire ses 70 divisions cellulaires en 95 ans, au lieu de 70 ans. Donc en fait, on ne peut pas prolonger la vie, mais on peut ralentir la cadence des divisions cellulaires. C'est cela le secret du rajeunissement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est pour ça que ce soit des vers de terre, ou des éléphants, ou des rats, en laboratoire, on n'a trouvé qu'un moyen de prolonger la vie de 30 à 40%. C'est de ralentir les quantités de nourriture, de diminuer les quantités de nourriture. Voilà. Donc, il n'y a pas d'alimentation propre à prolonger la vie. Ça n'existe pas. C'est faux. Par contre, il y a la frugalité qui prolonge la vie. La frugalité. Là, les expériences, j'ai là-dedans un tableau. C'est absolument affolant. On a pris 250 rats
On a pris 250 rats. C'est à cette page-là. Je sais pas où on a pris 250 rats. Enfin, 2 lots de 250 rats. Aux uns, on a donné telle nourriture à volonté. Aux autres, avec même alimentation, mais restreinte quantitativement. À 900 jours, je crois, il faudrait regarder, il y avait déjà plus de rats vivants, ceux qui mangeaient à volonté. Et dans les alimentations restreintes, à 1300 jours, les rats étaient encore vivants. Quant au nombre de cancers, c'est absolument affolant. Affolant chez les rats qui mangeaient normalement, à volonté, et ceux qui étaient restreints. C'est absolument extraordinaire. Il faudrait trouver la page. D'ailleurs, je vais la retrouver, vous voyez. Alors, vous voyez, par exemple, c'est extraordinaire. Par exemple, entre le 800 et le 899e jour, les rats qui avaient une nourriture normale, il n'y avait plus que 21 rats vivants. Plus que 21. Donc 15 cancéreux. 15 sur 21. Alors que ceux qui avaient une nourriture vivante, il y avait 152 rats vivants, dont seulement 4 cancéreux. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Oui, c'est sûr. Et puis nous voyons qu'au millième jour, il n'y avait plus de rats vivants chez la nourriture. Et par contre, même au 1300e jour, il y avait encore 11 rats vivants chez les nourritures restreintes. Donc, on s'aperçoit qu'on sait ce qu'il faut pour prolonger la vie. Mais c'est trop simple. C'est trop simple. Et ça ne fait pas vendre des remèdes, des hormones, des trucs comme ça, évidemment. Donc en fait, je voulais qu'on revienne sur la différence fondamentale qu'il y a entre le régime végétarien que vous validez et le régime végétalien. Voilà, ça c'est extraordinairement important. Si l'on prend les végétariens, ces gens-là ne boivent pas d'alcool. 1. Deuxièmement, ils ne fument pas. 3. Ils ne prennent pas de drogue. 4. Ils ne prennent pas de molécules chimiques de synthèse puisqu'ils mangent bio. 5. Ils se soignent soit en homéopathie ou naturopathie. 6. Ils sont croyants et ils prient. Et même si Dieu n'existe pas, on ne discute pas de cela, la prière va être relaxante. Ils se relaxent. 7. Il faut de l'exercice physique et le plus souvent dans la nature. Avec ou sans viande, quelqu'un qui fait ça va avoir une bien meilleure santé. Pourquoi? Et malgré tout, les végétariens, oui, c'est vrai, il faut moins de maladies cardiovasculaires que monsieur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, et en général, ils ne se suralimentent pas. Ils enlèvent les 3 causes des maladies cardiovasculaires. L'alcool, le tabac, la suralimentation. Donc, il y en a moins chez eux. Mais ça n'a rien à voir avec la viande. Par contre, il y a chez eux beaucoup plus de maladies auto-immunes, chez les végétariens. Il y a beaucoup plus de fatigue chronique, beaucoup plus de décalcification, beaucoup plus d'insuffisance pondérale. Ils sont des fois maigres comme des clous. Ils ont parfois le teint complètement blanc ou grisâtre. Il y a beaucoup d'anémie. Il y a beaucoup de carences diverses, énormément d'impuissance et beaucoup de frigidité et d'impuissance et de fatigue générale. Et souvent, beaucoup meurent relativement jeunes. Donc, ce n'est pas une panacée. Mais si le végétarien prenait... Pourquoi aussi? Ils font les grandes erreurs qu'ils font. 1. Ils prennent l'aliment le plus mortel pour l'être humain. Mortel entre guillemets, bien sûr. Le soja cru. Ça tue. Ça, c'est pire que l'alcool et le tabac réunis. Le soja cru. 2. Ils grignotent quelquefois. Parfois, ils grignotent. Et troisièmement, ils font des mélanges inouïs. Par exemple, le matin, on voit des gens prendre un pain à 6 ou 7 céréales, avec dessus du beurre, du miel, avec ça un jus d'orange, avec ça des bananes, avec ça des dattes, avec ça des noisettes, des amandes, etc. C'est bio, mais impossible à digérer. Impossible à digérer. Il se porte moins bien que le mec qui est à côté va prendre pain, beurre, confiture et café au lait. Même pas bio. Donc, voilà, ils sont détruits par le soja cru, le grignotage et leur mélange inouï. Si le végétarien sait éviter ces 3 facteurs et prenne 2 œufs tous les jours à midi, et s'il le tolère le soir du fromage, s'il digère et métabolise bien la caséine,
s'il prend du fromage de soie ou au moins des oléagineux, avec tous les jours deux œufs entiers à midi, le végétarien va avoir une magnifique santé. Il ne sera Donc pas le carencé. végétarisme est tout à fait possible. Le végétarisme. Végétarisme, qui garde des protéines animales. Quelle est la différence entre... On y vient, on va y venir, justement. On voit bien différencier. Donc, un végétarien qui ne grignote pas, qui mange 2 œufs à midi, un peu de fromage le soir, ou au moins des oléagineux, avec bien sûr un farineux, une crudité, etc. Si c'est éviter les inouïs mélanges, je me répète, les inouïs mélanges et le soja cru peut atteindre une santé magnifique. Alors le végétalisme, c'est autre chose. D'abord, un premier point qui est très très important. Est-ce que le végétalisme est une réalité biologique ou une utopie de l'esprit? D'abord, est-ce que le végétalisme existe dans la nature? Alors on va vous dire les vaches. Ben non. Justement, la vache n'est pas du tout végétalienne. Parce qu'elle ingère entre 100 grammes et 1 kilo d'insectes chaque jour. Comme le cheval. Alors, est-ce que ces insectes jouent un rôle négligeable ou pas? Eh bien, c'est simple. On a l'expérience qui a été faite maintes fois. Si l'on prend une jument gravide, portante, et qu'on l'alimente avec du foin, même bio, dépoussiéré, elle met au monde des petits poulains atteints d'ostomalacie, les os mous, et d'atrophie des parathyroïdes. Et le petit poulain, au lieu de rester debout sur ses pattes dès la naissance, il s'affale. Il tombe par terre, il s'affale. Il ne tient pas sur ses pattes, le petit poulain. Pourquoi? Parce qu'en dépoussiérant le foin de la jument, on a enlevé les insectes et les œufs d'insectes. Donc même un herbivore a besoin de protéines animales. Prenons le cas du lapin. Le lapin soumis à l'élevage naturel mange toute la journée des racines, de l'herbe notamment. Quand on élève le lapin en cage, si vous l'élevez sur un plancher, sur du dur ou sur du ciment, vous l'élevez à l'alimentation naturelle, des racines, des betteraves, des carottes, de l'herbe, etc. Le lapin vit. Vous donnez la même alimentation, mais vous élevez le lapin sur un treillis par lequel tombent les crottes. Le lapin meurt. Ah, pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le lapin mange toute la journée et une partie des déchets de sa digestion s'accumule dans le cécum, ce petit organe qui est entre le grêle et le côlon. Et là, il fabrique des paquets de bactéries. La journée, il va éliminer des crottes dures qu'il ne touche pas. Par contre, ces paquets de bactéries qu'il a fabriqués tout au long des 24 heures, il les évacue la nuit. Ce sont des crottes molles, paquets de bactéries, que le lapin remange, ce qui lui permet de survivre en mangeant ces crottes. Si vous élevez le lapin sur un treillis par lequel trompent les crottes, le lapin meurt. Donc le lapin vit parce qu'il mange ses crottes. Regardons une vache par exemple. Elle ingère des quantités considérables d'insectes et d'œufs d'insectes. Elle n'est pas végétalienne. D'ailleurs, est-ce que ce serait... Elle a un tube digestif d'à peu près 50 mètres. 50-51 mètres. Elle a 4 estomacs. Elle a une flore spéciale. Elle salive 200 litres de salive par jour. Elle évacue au moins 1000 litres de gaz. Imaginez qu'on soit constitué comme une vache. Vous invitez une copine à boire un pot. Au bout d'un quart d'heure, vous avez déjà perdu 3 litres de salive et éliminé une centaine de paix. Vous parlez à la copine, elle est déjà loin. Hein? Heureusement que nous ne sommes pas végétaliens. Mais oui, pour aller dans ce sens-là, effectivement, c'est quelque chose que quand on est en ville, quand on vit en ville, on a du mal à s'imaginer. Mais quand on regarde, quand on est à la campagne et qu'on regarde un pré l'été, on marche dans le pré, on a des sauterelles, on a des insectes dans tous les sens. Mais évidemment, bien entendu. Prenons bien, on nous a dit aussi, nous avons le même tube digestif que les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans ou ça. Alors ce sont des frugivores. C'est un mensonge éhonté.
éhontée. L'alimentation des grands singes, et je n'ai pas mangé les orang-outans, elle est à 70% végétale. Banane, racines sucrées, pousses vertes, céréales à l'état laiteux, oléagineux, etc. Des racines sucrées, des pousses vertes, voilà. Par contre, elle a 30% animale. Les singes se nourrissent énormément de termites. Ils soulèvent, ils mangent des larves sous les écorces. Ils se nourrissent de termites. Ils mangent les œufs d'oiseaux dont ils sont très friands. Et quand il y a les oisillons, ils mangent les oisillons. Et au bord d'une côte chaude, ils attendent la marée basse et ils dégustent les fruits de mer. Et à la course, ils attrapent les petits mammifères. Leur nourriture est à 30% animale. C'est un incroyable mensonge. Il y a même plus grave que là. Je peux vous montrer des photos. Quand vous avez des singes d'une certaine taille, d'une certaine force, qui sont pas loin d'une autre ethnie de singes, moins vigoureux, moins forts, les grands singes se mettent en groupe, cernent un petit singe isolé et le bouffent. Et le tuent. Et le bouffent sur place. Non seulement ils sont carnivores, mais ils se bouffent entre eux. Alors qu'on ne dise pas que les singes sont des frugivores, de grâce, arrêtons ce mensonge. Le singe est un omnivore absolu, comme l'ours, comme le sanglier et tant d'autres animaux. Car l'omnivorisme est très répandu dans la nature, contrairement à ce que racontent beaucoup de naturaux. C'est ça, parce qu'en fait, on nous fait souvent le coup de l'analyse comparée avec la dentition. Il y a pas, je m'en moque. Ce que je constate, c'est les faits. L'omnivorisme est extrêmement répandu dans la nature. Extrêmement répandu. Et il n'y a pas d'animaux végétaliens. Il n'y en a pas. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'animaux végétaliens. Ceux que l'on appelle herbivores prennent une quantité considérable d'insectes et d'œufs d'insectes. Et si on enlève à une jument portant, notamment, comme on l'a vu, qui a un besoin vital de protéines, elle me montre des petits poulains qui ne tiennent pas sur leurs pattes. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Alors, nous avons vu que déjà, le végétalisme, c'est une vue de l'esprit et que ça n'existe pas dans la nature. C'est une vue de l'esprit. D'autre part, plus l'on s'élève dans l'échelon animal, plus les besoins nutritionnels deviennent complexes. Ainsi, un ver luisant a des besoins moins complexes que le hanneton. Le hanneton a des besoins moins complexes que le lièvre, qui a des besoins moins complexes que le singe, qui aura des besoins moins complexes que l'être humain, etc. Plus l'on s'élève, plus le psychisme devient développé, plus les fonctions sont multiples et variées, plus les besoins nutritionnels le deviennent aussi. Or, l'homme étant le sommet dans l'évolution, il a des besoins nutritionnels les plus variés possibles par rapport aux animaux. Donc déjà là, on s'aperçoit que l'alimentation de l'être humain doit être variée. Alors la question, est-ce que les protéines végétales peuvent remplacer les protéines animales? Voilà la grande question. Déjà, il y a des faits. J'ai la chance, vu mon âge, d'avoir côtoyé les gens qui pratiquaient la vie claire il y a 30 ou 40 ans. Les gens qui ont pratiqué les méthodes végétales. Et ce que j'ai vu fait que jusqu'à la fin de ma vie, même si je vis 100 ans, si j'arrive, je n'y crois pas, mais même si j'arrive, je garderai la même combativité pour dénoncer les dangers du végétalisme. Alors, juste une chose, en faisant un petit historique, en partant de Thierry Casasnovas et en remontant dans le temps, je suis tombé, entre autres choses, sur la vie claire. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, la vie claire, c'était des gens qui préconisaient le végétalisme. Mais dans le végétalisme de la vie claire, il y avait les céréales, les légumineuses, les oléagineux. On mangeait de tout, sauf ce qui avait une origine animale. C'était déjà plus large que, ni apparemment... ni lait, ni viande, ni poisson, ni œufs, ni fromage, ni lait, ni yaourt, rien de ce qui était animal. Même le miel, qui était considéré comme semi-animal, était à rejeter. Donc on mangeait de tout ce qui était végétal. Voilà, tout ce qui était végétal. Alors, ce que j'ai vu quand j'étais à Orléans, les enfants, les bébés que j'ai vus qui attendaient la mort, hein, là, c'est fini, toute ma vie, je vais lutter. Il faut vous dire que le végétalisme, le temple du végétalisme,
on y rentre porté par les ailes de la spiritualité et on en sort dans un cimetière d'enfants. C'est ça le végétalisme. C'est-à-dire que on y rentre porté par les ailes de la spiritualité. Vous avez vu de vos yeux ah ben, bien sûr, des enfants atteints. Parce que les parents s'y étaient mis et qu'ils avaient mis leurs enfants à ce régime-là dès la plus tendre enfance. Quoi. Parce que, bien entendu, un bébé qui est élevé la première année au lait végétaux, soit il meurt. En général, il meurt, élevé au lait végétaux. S'il est élevé au lait de soja, un bébé élevé au lait de soja reçoit en estrogène l'équivalent de ce que reçoivent 5 femmes ménopausées, 4 à 5 femmes. Il reçoit la même quantité d'estrogène que 4 à 5 femmes ménopausées. Ce qui fait que si c'est une petite fille, dès l'âge de 8-9 ans, elle a des kystes sur l'ovaire, à 8-9 ans, et c'est un petit garçon, à 17 ans, son pénis a 2 cm. Il ne peut pas se marier. Il faut le savoir, élevé au lait de soja. Donc, très souvent, élevé uniquement au lait végétaux, l'enfant ne survit pas. Ensuite, après la première année de 1 à 5 ans, élevé au lait végétaux, la croissance stagne. Et certains enfants meurent. Donc c'est gravissime. Quant à l'adulte, qui dit se nourrir uniquement de végétaux, 90% mentent effrontément. Et prennent sous le manteau des œufs ou du fromage. Donc 90% mentent effrontément. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai mangé à la table un célèbre végétalien, il se tapait des steaks saignants épais comme ça. Moi je demandais ma viande bien cuite, mais eux c'était des steaks saignants. Donc, le mensonge est répandu d'une façon inimaginable. Et pourquoi pensez-vous que ces gens-là mentent? C'est pour faire tenir leur dogme, pour faire Parce tenir leur que pour idéologie. asseoir leur théorie. Et soi-disant, ça donne la spiritualité. Attendez, Jésus mangeait du poisson et Hitler était végétarien. Hein? Qui préfère-t-on? Jésus ou Hitler? Bon, c'est une autre histoire. Là, c'est un peu manichéen, je suis d'accord. Mais aller dans une réunion de végétaliens et parler des omnivores qui mangent de la viande pour équilibrer, pense-t-il, leur menu. Voyez la réaction des végétaliens. Allez dans une réunion d'omnivores et parler des végétaliens qui ne veulent pas manger de protéines animales par respect de la vie animale. Voyez de quel côté est la colère et voyez de quel côté est l'agressivité. Et l'intolérance. On est d'accord. Voyez, vous allez voir si c'est des mangeurs de viande qui se mettent en colère ou si c'est des mangeurs de végétaux. On est d'accord. Vous allez voir qu'est-ce qui donne la paix de l'esprit. Oui. Vous allez voir de quel côté est la paix de l'esprit. C'était l'une de mes Faites questions. l'expérience. Faites l'expérience. Vous allez voir de quel côté est la paix de l'esprit. Nous avons vu que la notion de végétalisme était une pure utopie, que ça n'existait pas. Il n'y a pas d'animaux végétaliens. Il n'y en a pas. Et les grands singes encore moins. Ce sont de parfaits omnivores. Les grands singes sont de parfaits omnivores. La théorie, elle est la suivante. La théorie des partisans de l'alimentation végétale. Elle est la suivante. Si l'on associe une céréale et une légumineuse à un même repas, par exemple riz et soja, ou blé plus lentilles, vous avez dans l'assiette tous les acides aminés nécessaires à la vie et à la santé. Voilà ce que nous disent les végétaliens. Les légumineuses sont carencées en tryptophane, cystine, méthionine qu'on trouve dans les céréales, et les céréales sont carencées en tréonine, lysine et isoleucine qu'on trouve dans les légumineuses. Donc l'un apporte que l'autre n'apporte pas. Donc les végétaliens disent vrai, ils disent vrai, quand ils disent, si on associe céréales et légumineuses, on a tous les aminoacides aminés, tous les acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines, bien sûr. Tous les acides aminés nécessaires à la vie. Eh bien, c'est vrai. Mais il y a dans cette insertion 2 omissions graves. C'est que, en matière de nutrition protéique, il y a une loi terrifiante, une loi implacable. C'est la loi du minimum. L'organisme utilise les aminoacides présents et survenant dans le sang à la suite d'un repas, après digestion. Il ne les utilise qu'en fonction de celui qui est présent au minimum.
Or, dans une alimentation composée de céréales légumineuses, certains acides aminés ne sont présents qu'à 40 ou 50% des besoins de l'organisme. Ce qui veut dire en clair que si les autres acides aminés arrivent dans le sang en quantité suffisante, mais ne seront utilisés qu'en fonction de l'acide aminé le plus manquant, c'est-à-dire qu'ils ne seront utilisés qu'à 40 ou 50% de leur présence. Même s'il ne manque qu'un seul acide aminé, même s'il n'y en a qu'un seul qui n'est pas en quantité suffisante. Donc dans les comme dans une réunion où vous avez une trentaine d'individus, il y a un manchot, un seul. Parce qu'il y a un manchot, les autres ne peuvent plus se servir que d'un bras. Voilà. Donc les aminoacides sont utilisés au prorata du plus manquant. Alors la deuxième omission, c'est que la disponibilité des acides aminés végétaux est extrêmement faible. Les acides aminés végétaux sont enfermés dans un contexte fibreux, lignine, cutine, cellulose, hémicellulose, et l'être humain n'est pas mécaniquement et enzymatiquement outillé pour extraire les acides aminés enfermés dans un contexte fibreux. Seuls certains animaux sont mécaniquement et enzymatiquement outillés pour extraire les acides aminés de la protéine végétale. La biodisponibilité est donc extrêmement faible. Et ceci vient encore compliquer les effets délétères de la loi du minimum. Alors justement, je suis tombé, en cherchant, je suis tombé sur Internet sur un article où vous exprimiez un droit de réponse quant à la mise en cause de vos théories par Monsieur Chalère. Je pense qu'il s'agit du docteur. Mais il se tape de la viande, vous pensez bien. Mais les gens montent et font tellement. Mais... Encore un menteur. Enfin, je ne dis pas que Chalère est un menteur, mais il disait dans un article encore récent qu'il mangeait de la viande parce que c'est simplement pour ne pas pour être comme les autres, ne pas faire trancher. Il le disait dans un article qu'il mange de la viande. Mais il en mange pour ne pas trancher, pour ne pas gêner ceux qui en mangent. C'est très très commode. Donc lui, il est persuadé que le végétalisme est valable, mais il ne l'applique pas. J'ai mangé à la table de tous les chefs d'auteur. Je peux vous dire qu'il ment effrontément. Il y en a un qui mentait pas, il s'appelait Mosseri. C'est un homme charmant, il était sincère. Je l'ai rencontré, il m'a reçu très gentiment à cette époque. J'étais un relativement jeune naturopathe. Et les gens que je lui envoyais, quand on lui demandait de faire une conférence, il lui disait « je ne peux pas, ça me fatigue ». Et quand il plantait un arbre dans sa propriété vers Troyes, il donnait un coup de pioche par jour. Et en 3 semaines, l'arbre était planté. Hein? D'accord. Bon, alors lui, il suivait. Il prouvait qu'il suivait ce qu'il disait. Hein? D'accord. Bon, alors aussi autre chose. Les végétaliens, où peuvent-ils trouver la vitamine B12 ? Il y en a pas. Il y en a dans les végétaux, dans les levures et dans les algues. En très faible quantité et dans les végétaux, elle n'est pas assimilable. Alors les végétaliens américains, ils vont en pharmacie chercher des levures supplémentées en B12 de synthèse. Puisque la B12 végétale naturelle n'est pas utilisable. La B12 végétale naturelle n'est pas utilisable. Et sous une forme non utilisable. Donc ils prennent soit des médicaments de B12 synthétiques qu'ils vont chercher en pharmacie, soit des levures supplémentées en vitamines synthétiques. Et même maintenant, ils se font des injections directes de B12 en intramusculaire. Ah, pourquoi alors ça change quoi? Ils ont besoin de la chimie pour vivre. Ils ne font pas de mal aux animaux comme ça, c'est ce qu'ils disent. Ah bon? Et c'est pour leur santé aussi. Alors comment font-ils pour respirer? Puisqu'à chaque respiration, ils tuent des millions d'animacules. Quand ils vont à sel, ils vont tuer des centaines de milliards de bactéries qui vont être tuées en présence d'oxygène, des bactéries anaérobies. Ils en font comme il faut, ils font quand même des millions de milliards de morts chaque jour. D'accord. Hein, quand même. Hein? Moi, vous savez, le moine qui prend son balai devant lui en marchant pour pas tuer des insectes, il les tue avec il les extropie, les insectes. Moi, je préfère y marcher dessus, les tuer d'un coup, pas les faire souffrir.
Vous avez bien Je raison. préfère les marcher dessus que d'être moine. Enfin, ce genre de moine. Ça se défend. Je suis pas contre les moines autrement. Ça se défend. Non, non, Alors- non. Dans ce monde-là, je peux vous dire, le nombre de gens qui racontent des théories et qui connaissent les meilleurs restaurants de France, hein, et qui, quand ils voient un de leurs élèves passer, qui se planquent. C'est pas une vie, ça. Oui, c'est C'est sûr. pas une vie, ça. Ouais. Attendez. Et d'autant qu'on engage des gens qui eux sont éventuellement Ah honnêtes. ben bien entendu, à les sincères, ruiner leur eux, santé, les sincères, à ruiner eux, leur santé. ils deviennent, vous allez voir, vous avez vu l'image dans mon J'ai vu bouquin, les photos, oui. des gens amenés à 30 kilos pour 1m70. Oui. Mais à où va-t-on? Comment ça n'ouvre pas les yeux? Bah Non, alors, beaucoup justement- mentent effrontément. Je me souviens un jour, j'avais un ami, un célèbre phytothérapeute, je dirais pas de nom, qui venait me voir. Il est mort maintenant, paix à son âme. Il venait voir quand je travaillais l'huile d'olive. On mangeait avec moi. Alors lui, moi je mangeais ma viande à midi, je la demandais bien cuite. Il lui dit un steak épais et saignant. Et il adorait la viande. Il se tapait sur le ventre rapide. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il avait ce geste. En conférence, ne mangez pas de la viande, c'est du cadavre, c'est responsable de... Alors là, on était invité un jour, j'étais invité à la Ligue pour la vivisection, parce que je suis contre la vivisection, bien sûr. C'est horrible, ça. De même que je suis contre l'élevage, faut le dire. Contre l'élevage actuel des usines à viande, c'est monstrueux. Voilà. Des becs qui ne voient pas la lumière du jour, connaissent pas les saisons, bourrés d'antibiotiques, bourrés de psychotropes, parfois bourrés d'hormones, etc., etc. C'est monstrueux. Ça déshonore l'être humain. De même, je suis contre les conditions d'abattage, bien entendu. Ça va de soi. Mais un animal qui a sa vie d'animal et qui est dans les champs plusieurs mois, ou qui la poule qui picore du grain et qui picore surtout des insectes et des larves, la poule, et des herbes, l'animal qui vit de sa belle vie en plein air, si l'abattage est ultra rapide, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'abattage de certains animaux qui est monstrueux et avec l'élevage qui est encore plus monstrueux. Et bien sûr, ceux qui ont peur de ça, qu'ils aillent voir ce qu'est la vivisection. Ça, c'est toute autre histoire, ça. Donc, j'étais invité là, et il parlait, oui, la viande, c'est du cadavre, c'est responsable de toute votre maladie, ça putréfie dans votre côlon. Ah, c'est trop fort. Je lui dis, mais comment tu peux dire ça? Avant-hier, on mangeait encore et tu tapais un steak saignant comme ça. Il était très gentil. Après, il est venu m'embrasser à la fin du truc. Moi, on m'a dit ça en pleine conférence. J'avoue que j'aurais pas été aussi gentil que lui. Mais, ah oui, enfin, Gustave, ça veut dire son prénom, Gustave. Donc, ces gens-là disent n'importe quoi. Quand je collaborais, on ne va pas citer de nom, avec le père de l'alimentation spécifique et naturelle, après les conférences, on allait au Flippers, boulevard de Strasbourg, il se tapait une choucroute comme ça. Et puis après, avec des glaces à la crème. Avec la choucroute, il mangeait une belle bière. Attendez, moi avec ma petite crème caramel à la fin du repas, j'avais l'air minable. Mais fallait voir. J'étais plus âgé que moi, mais il avait des muscles comme ça. Il n'aurait pas fallu le friter avec. Et puis un jour, il s'est mis à faire ce qu'il a dit. Il m'a présenté sa deuxième compagne, et alors là, on a vu fondre littéralement. Voilà. Là, on va lui fondre. Bien sûr, si les naturaux qui l'ont suivi depuis là m'entendent, ils vont dire maçon, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme ça. Donc, tant qu'on était encore sur la B12, Donc, alors, voilà, je m'excuse, mais la plupart de ces gens, ce sont des menteurs. voilà, beaucoup mentent effrontément et ne suivent pas. J'ai connu parmi les gens qui suivaient ce qu'ils disaient, j'ai connu Mosseri, vraiment sincère, et puis mon ami André Pasbeck. Mais Pasbeck, c'était tout à fait acceptable, ça se rapprochait très près de rapport que lui, il était pour une alimentation alors jusqu'à 60% de crudité par repas, ce qui pour moi est très excessif pour beaucoup, très excessif. Pour moi, 20%, enfin on en parlera sans doute. Donc, on était sur la B12. Je vous ai contacté à la base pour avoir des informations parce que moi, je me suis intéressé au cas Thierry Casasnovas qui prêche un crudivorisme frugivore. Mais avant d'y venir, lui, par exemple, il dit sur la B12 il faut désintoxiquer. On va la fabriquer. C'est un on va la mensonge. fabriquer tout seul. Même désintoxiqué, vous ne changez pas la physiologie. Vous ne changez pas.
D'ailleurs, j'ai un peu lu ce que disait cette personne, je ne la connais pas, je la respecte, elle semble sincère. Dire par exemple que manger beaucoup de fruits et de légumes va désintoxiquer, et que tous les malades, on est toujours dans le même délire de l'acidité et l'alcalinité. Oui, voilà. Le pH du sang est à 7,40. Il oscille entre 7,38 et 7,42. Quand vous dépassez 7,42, vous êtes en alcalose. Vous atteignez 7,45, vous êtes en crise de tétanie. Vous descendez seulement à 7, vous êtes dans le coma. Donc, dans une foule, si quelqu'un a le pH qui a varié, vous le savez. Pourquoi? Parce que le SAMU est là. Le pH du corps humain est le pH du sang, pardon, est le pH le plus protégé du corps humain. Il est invariable. Oui. Vous pouvez boire un demi-litre de vinaigre ou un demi-litre de jus de citron, vous allez vous décalcifier, mais votre pH ne va pas bouger. Donc, l'organisme va donner ses minéraux. Pour neutraliser. Et c'est pour ça quand il dit jus de fruits alcalinisants, pas du tout. Les jus de légumes sont alcalins. Souvent à 7 et pas. Par contre, les jus de fruits sont à 3, à 4, 4,5, sont franchement acides. Le fruit n'alcalinise pas. Absolument pas. D'ailleurs, dans le passé, il y avait des cures de citron. Premier jour 1, deuxième jour 2, 9e jour 9, 10e jour 8, 11e jour 7, etc. Progressif et descriptif. Et on a vu plein de gens mourir à cette époque avec les cures de citron, complètement décalcifiés. Complètement. Contrairement à ce que vous lisez, le citron n'alcalinise pas. Il décalcifie puissamment. Encore que, une personne comme vous êtes plus large que moi, plus étoffé que moi, vous pourriez prendre un jus de citron à 17h, vous. Oui. Vous pouvez. Moi, je peux pas. Ça me détruirait. Hein? Et monsieur est entre nous deux. C'est une question de réserve, en fait. Pardon? C'est une question de réserve en minéraux. Bien sûr, vous avez un teint coloré, des mâchoires, vous êtes en maillot, là, il fait pas chaud, mais il fait pas froid, il fait pas... Donc, vous avez visiblement quelqu'un qui brûlait bien les acides. Moi, pas du tout. C'est comme la théorie des 5 fruits et légumes, c'est une monstruosité. Mais bien sûr, vous prenez un monsieur d'1,70 m, pesant 98 kilos, genre joueur de rugby, tout en muscles, infatigable, increvable, vous le mettez aux 5 fruits et légumes par jour. Comme l'estomac n'est pas extensible à merci, s'il prend 5 fruits et légumes, il va manger globalement moins de protéines, moins de farine et moins de graisse. Vous passez 2 ans après, il a perdu 15 kilos, son sang est devenu plus fluide, il respire mieux, ça va même mieux que sa femme, tout va mieux. Tout s'est allégé. Il vous dit, ah, ce régime des 5 fruits et légumes, quelle merveille! Vous prenez une petite parisienne d'1,60 m, de 38-40 kilos, à la limite presque hyperthyroïdienne, enfin une thyroïde qui est à la limite de l'hyper, elle a un petit estomac, elle ne peut pas manger beaucoup à la fois. Vous la mettez 5 fruits et légumes par jour, elle va globalement ingérer beaucoup moins de farineux, de protéines et de lipides. Vous passez 2 ans après, elle a 35 kilos, elle a fait plusieurs séjours en réanimation. Donc en nutrition, il devrait y avoir cela au fronton de tous les naturothérapeutes et de tous les diététiciens. Il devrait y avoir en nutrition tout ce qui est systématique est faux. Tout ce qui est systématique est faux. Alors justement, là-dessus, je voulais reprendre ce que vous développez dans Diététique de l'expérience, qu'on peut voir là, où vous dites, en 4e de couverture même, je crois, l'alimentation doit être 1. Naturelle, oui. 2. Équilibrée, oui. 3. Mesurée, 4. Digeste, et oui. 5. Individualisée. Oui, voilà. Et je pense que ces 5 points sont fondamentaux. Enfin, en même temps qu'on lit ça, on se dit, mais quel bon sens. Quel bon sens. On peut les examiner l'un après l'autre. J'aimerais juste qu'on continue sur notre lancée. Donc, il est complètement faux que la B12 est produite directement par non, c'est totalement faux, voilà, même désintoxiqué. C'est un mensonge. Par contre, effectivement, ces régimes, quels qu'ils soient, pendant 1 à 4 semaines, chez un individu pléthorique suralimenté, peuvent être très bons. Des merveilles. Mais il faut arrêter après. Voilà.
Hein, voilà. Voilà. Il est certain, mais par contre, si on doit parler de l'alimentation de ce monsieur, à la fois végétalienne, sans protéines animales, avec abondamment de fruits, vous allez vers une décalcification inévitable, une fonte musculaire, un vieillissement prématuré et une chute immunitaire. C'est la catastrophe. Donc, tout ce qui est cette histoire d'aliments acidifiants et alcalinisants, ça ne tient pas la route en fait. Voilà. D'abord, est-ce que la viande est acidifiante? Voilà. 50% 50% des acides aminés ont une fonction alcaline et 50% une fonction acide. Donc la viande est l'aliment totalement neutre. La viande est totalement neutre, ni acidifiante ni alcalinisante. Alors, on va rester sur la viande. Donc, il y a ça. On dit la viande acidifie, c'est faux. On dit la viande se putréfie dans les intestins parce que nous aurions un intestin trop long. Et Elle ne peut pas s'y putréfier pour la raison très simple, c'est qu'elle n'y parvient pas. Alors, la viande. La viande. Alors, quels sont les... On va revenir à la viande. Un instant. Alors, la viande, totalement neutre. Les légumes, plutôt alcalinisants. Les fruits, totalement acidifiants. À part le melon peut-être, les abricots, mais globalement, les fruits ont un pH très acide. Le fruit est acidifiant. Les céréales sont dites acidifiantes. La céréale est essentiellement transformée dans l'organisme vivant en glucose. Je vois pas comme le glucose peut acidifier. Là, je vois vraiment pas. Que l'on m'explique. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. C'est possible après tout. J'ai pas la science infuse. Les céréales, on voit pas comme ça peut acidifier. La viande, on a vu, c'est neutre. Il n'y a que les fruits qui, en abus, peuvent acidifier. D'ailleurs, vous avez là-dedans, ici, les photos et l'histoire de Jean-Jacques Lecrène, qui est un culturiste. Je vous raconte vite fait sa petite histoire. Vous l'avez. Oui. C'est un monsieur qui avait des dents à 28 ans en parfait état, pas une seule carie. Il rencontre le fondateur de l'alimentation spécifique et naturelle, qui lui dit: Jean-Jacques, tu peux faire encore plus de muscles sans protéines. Il était culturiste. Avec des exercices respiratoires et en mangeant que du fromage blanc et des jaunes d'œufs. Il l'a fait. Même entraînement, et en 2 ans, perte de 20 kg de muscles. Lui qui n'avait pas une seule dent de carie en mangeant du sucre normalement, en mangeant des fruits, a présenté des micropolycaries dentaires après 2 ans de crudivorisme. Parce que la carie due au sucre, elle attaque la dent par des plages des caries comme ceci. Hein? Voilà. Ça, vous le voyez, c'est des grosses plages de caries. La carie due aux fruits, c'est une micropolycarie dentaire qui apparaît en pointillé sous l'émail dentaire, dû à l'acidisme, ou l'excès d'acide du sang qui a pompé les minéraux de la dent. Fruits, sucre. Et donc, avec... La crème présentait ces micropolycaries. Elle commence à attaquer la dent de l'intérieur. De l'intérieur. La dent est attaquée de l'intérieur. Et parfois, dans des cas plus rares, il est vrai, la dent disparaît autorisée complètement par par l'acidité. Alors revenons à la viande. Quand la viande arrive dans l'estomac, elle arrive dans un milieu acide. Le pH de l'estomac humain, il est de 1,5 à 2. Le pH de l'herbivore, il est de 7. Le pH du tigre et du lion, il est comme celui de l'être humain. Déjà à savoir, quand les aliments arrivent dans l'estomac, ils tombent d'un pH à 2, à peu près à 2. Mais il y a ce qu'on appelle le pouvoir tampon des aliments, pouvoir tampon des protéines. Le pH remonte très vite aux environs de 6, 6,5, voire 7. Et là, la ptyaline salivaire transforme un peu l'amidon en maltose. Ensuite, le pH redescend à 5 dans les 2 heures qui suivent. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3. Et là, dans l'acide chlorhydrique, le pepsinogène se transforme en pepsine et une partie des protéines est transformée en peptides. À peu près 20% des protéines. Et dans ce milieu acide, le sucre, le saccharose est transformé en glucose et fructose.
qu'il faut déjà noter, c'est que dans la première partie de la digestion, ce sont les amylacés, les glucides qui sont attaqués, et dans la deuxième partie, c'est les protéines et les sucres. Donc le sucre se digère dans un milieu très acide. Voilà pourquoi il n'est pas dangereux de prendre un sucre en fin de repas, puisqu'il va être digéré en fin de digestion, et le glucose et le fructose qui en résultent vont passer doucement dans le sang. Donc une sucrerie en fin de repas n'est pas une hérésie. Un sucre rapide devient un sucre lent ou mi-lent, pris en fin de repas. Par contre, pris à 5 heures, il reste un sucre rapide et est dangereux. Donc le sucre est très dangereux entre les repas. Donc les naturaux qui disent prenez une sucrerie entre les repas, c'est une hérésie totale. Totale. Alors donc, voilà la digestion. La protéine devient en partie des peptides, et tout cela, protéines et peptides, passent dans le grêle. Et là, dans le duodénum qui n'a que 30-40 cm, la partie la plus courte du grêle, il se déverse les enzymes pancréatiques, les protéases, les lipases, les amylases, ainsi que les protéases intestinales. Les protéases pancréatiques et les protéases intestinales vont transformer les peptides en acides aminés et les protéines en peptides et ensuite en acides aminés. Donc la viande est totalement digérée dans le grêle. Elle n'atteint pas le côlon, elle ne peut pas être putréfiée, elle ne l'atteint pas. Elle ne l'atteint pas, elle ne peut pas être putréfiée. Par contre, effectivement, il y a quand même une partie protéique qui atteint le côlon. C'est ce qu'on appelle le collagène, le tissu conjonctif de la viande. Mais quelqu'un qui mange 150 grammes de viande et de poisson le soir, ça va représenter à peu près 20 grammes de collagène qui vont atteindre le côlon et qui pourraient subir une putréfaction, effectivement. Mais dans le côlon, qui est-ce qui subit une putréfaction? Les 20 grammes de tissu conjonctif des viandes non digérées, 20 grammes à peu près par jour. Mais subit la putréfaction les 100 milliards de cadavres microbiens, je sais à peu près le chiffre, je crois. Il faut savoir que 85% de l'urée part par les reins, mais 15% de l'urée du sang se filtre au côlon. Donc l'urée rejetée dans le côlon va subir la putréfaction, mais aussi la sécrétion mucoprotéique du côlon, les cadavres microbiens, le tissu conjonctif et surtout le côlon desquame 250 grammes de cellules par jour et c'est cela qui subit la putréfaction. 20 grammes de collagène, 100 milliards de bactéries, 15 grammes d'urée rejetée dans le côlon et 250 grammes de cellules. Donc, qu'est-ce qui pourrait augmenter la putréfaction? Qu'est-ce qui pourrait l'augmenter? L'augmentation de la desquamation intestinale. Et qu'est-ce qui peut augmenter la desquamation quand on grignote ou qu'on suralimente? Donc ça n'a rien à voir avec les protéines. Donc le non-stop alimentaire. Si on mange toute la journée... Voilà, vous usez anormalement vos cellules, donc vous augmentez la desquamation. Qu'est-ce que c'est que la putréfaction subie parce que l'on vient de voir, où le collagène de la viande est une partie infime. C'est même pas 10% des putréfactions. C'est peut-être 12-13%. Donc rien par rapport aux cellules desquamées, par exemple. Mais qui elles, le font c'est un cycle tout à fait naturel qui ne présente aucun danger. C'est inévitable, c'est la desquamation cellulaire. Voilà. L'intestin se renouvelle à peu près tous les 3 à 5 jours, tous les 3-4 jours. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la putréfaction? Biochimiquement, je ne suis pas biochimiste, mais j'ai été forcé de m'y intéresser un petit peu. C'est une décarboxylation et une désamination des acides aminés. La désamination, c'est une production d'acides gras et d'ammoniac. L'acide gras, acide, est très vite éliminé au niveau du poumon. L'ammoniac, basique, est lentement éliminé par le rein. Donc si les protéines devaient changer de pH, ce serait dans le sens de la basification. Ensuite, la décarboxylation, c'est quoi? C'est une production de gaz carbonique
acide, et de base aminée, plus ou moins toxique, alcaline. Or, le gaz carbonique des députréfactions, très vite éliminé au niveau du poumon, et les bases aminées, plus ou moins toxiques, lentement éliminées au niveau du rein. Alors là encore, si ça devait faire bouger le pH, ce serait dans le sens de l'alcalinisation. Il faut quand même, bon Dieu, savoir de quoi on parle. Je ne suis pas biochimiste, mais j'ai voulu comprendre. Donc, l'excès de putréfaction, si ça doit modifier le pH, ce serait dans le sens de la basification. Par contre, dans quel cas l'organisme peut s'acidifier? Ben simplement, quand il n'y a plus d'insuline, quand le corps ne peut plus brûler le glucose, eh ben il brûle des gras. Il brûle des corps gras. Il brûle et il fait des corps cétoniques, acides. Et là, le pH descend. Et quand il arrive en dessous de 7, c'est le coma. C'est le coma. Donc oui, un diabétique peut s'acidifier. Bien sûr, un diabétique peut s'acidifier. De même, un sportif qui fait un marathon, il n'en peut plus, il ne tient plus debout, il faut qu'il s'arrête, mais il sent qu'il est près du but, il continue. Et il est empoisonné par l'acide lactique. Là, il peut y avoir une acidification aiguë. Et là, c'est le poumon qui élimine du gaz carbonique. Donc, mais comment peut-on s'acidifier? Comment l'organisme trouve ses bases? D'abord, l'intestin absorbe des bicarbonates. Il en absorbe. C'est vrai, quand on a diarrhée, on peut perdre un peu trop plus de bicarbonate. Mais dès l'instant où il y a une menace d'acidification, les poumons se mettent à respirer plus vite pour éliminer du gaz carbonique acide. Et le pH se rétablit dans l'aigu. Et si vraiment il y a un apport massif, énorme, impensable d'acide, c'est le rein. Le rein, il y a ce qu'on appelle le glomérule. Le glomérule élimine dans ce qui va être l'urine des bicarbonates. Après le glomérule, il y a ce qu'on appelle le tubule. Lui, il réabsorbe le bicarbonate. C'est ce qu'on appelle le tube proximal. Et il est suivi ce qu'on appelle du tube distal. Eh bien, le tube distal, lui, avec le gaz carbonique et l'eau, fabrique en permanence et en masse des bicarbonates. Le rein est un fabricant de bicarbonate. Comment peut-on s'acidifier? Il faut des conditions exceptionnelles pour qu'un individu s'acidifie. Nous sommes dans les délires. Donc c'est de la pure légende, quoi. C'est de la pure superstition. On profite de l'ignorance de la physiologie. Dont certains médecins. C'est affreux à dire, mais c'est comme ça. Les naturaux, c'est pardonnable, ils n'aiment pas ouvrir un bouquin de physiologie. Ça leur donne mal à la tête. Mais les médecins, ils devraient. Hein? Vous voyez, quelqu'un qui prendrait par exemple 7-8 citrons tous les jours, il ne va même pas s'acidifier, il va se décalcifier. Là, l'organisme n'arrivant pas à fabriquer assez de base, il va les prendre sur les os et les dents. Mais le pH ne bougera pas. Le pH est quelque chose d'invariable. Par contre, le pH de la cellule, c'est autre chose. C'est là que les naturopathes ont peut-être raison. Parce que s'il y a effectivement beaucoup trop de toxines et de toxiques, d'appeler dans ça d'un terme déchet, ce qui demanderait être défini. Mais allez, pour la compréhension, appelons ça déchet. Quand il y a trop de déchets dans le liquide extracellulaire, que le monsieur dont vous m'avez parlé appelle la lymphe. Oui. C'est la lymphe extracellulaire, oui. Quand il y a effectivement trop de déchets et que la membrane de la cellule est colmatée, quelque peu imperméabilisée, moins d'oxygène pénètre dans le sang. Et là, comme les mitochondries, les organites respiratoires de la cellule doivent produire quand même la même quantité d'énergie et qu'elles ont manque d'oxygène. Avec l'oxygène, elles brûlent le glucose, elles font du gaz carbonique et de l'eau. C'est le cycle aérobie, mais il y a toujours un peu d'anaérobiose. C'est-à-dire qu'elles font fermenter le glucose et ça donne de l'acide lactique. Et comme elles ne peuvent plus brûler autant de glucose, elles vont en faire fermenter plus. Et là, quand du fait du colmatage, de l'imperméabilisation, entre guillemets, de la cellule, comme il va moins pénétrer l'oxygène, il va y avoir beaucoup plus de fermentation et la production d'acide lactique. Et là, le pH de la cellule, qui est normalement de 7, pas de 7,40 comme le sang, va baisser.
Et là, cette acidification de la cellule pourra casser les liaisons hydrogènes de l'ADN. Et on pourra aller vers le cancer. Mais ça, on le sait, depuis 1900, depuis 1800, on le sait, ça depuis un siècle, depuis des travaux de Warburg, je ne sais pas si je prononce l'allemand, Warburg, qui a montré le danger de l'acidification de la cellule. Mais là, ça n'a pas à voir avec le pH du sang, ça a à voir plutôt avec la rétention toxique cellulo-humorale. La rétention des toxiques. Ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec le pH de la nourriture qu'on ingère. Ah mais non, ça aura à voir avec la toxicité de la nourriture. La personne qui se bourre de pesticides, la personne est bourrée de pesticides, de nicotine, de cyanure, d'arsenic, du tabac, c'est la prend de l'alcool qui est éliminé, mais si elle a énormément de toxines intestinales, si elle a énormément de résidus du métabolisme, d'ailleurs quand on parle du résidu du métabolisme, la cellule, elle produit des éléments acides, l'acide, le gaz carbonique, un peu d'acide lactique, d'acide pyruvique, mais elle produit de l'urée, qui est très basique, l'urée, et l'ammoniac. La cellule produit encore plus de déchets alcalins que de déchets acides. Donc cette notion d'acidité, c'est une simplification à outrance. D'accord, très bien. Par contre, cette personne parlait de porte de sortie. C'est vrai, il y a une chose qui est frappante et qui est intéressante, c'est que nous avons une porte d'entrée des aliments, la bouche, et nous avons 5 portes de sortie pour les déchets. Les reins avec l'urine, la peau avec la sueur, le sébum, les cellules kératinisées, le poumon avec le gaz carbonique et des gaz volatiles de l'intestin, et certains médicaments, le foie avec la bile et l'intestin avec les matières fécales. On a une porte d'entrée pour les aliments et 5 portes de sortie. Ça montre quand même bien, pour l'organisme, la priorité de l'élimination. Ça c'est sûr, ça c'est exact. Mais il ne faut pas croire que les déchets les déchets entre guillemets, le mot déchet recouvre beaucoup de choses, qui s'accumulent dans l'organisme, ce sont des déchets acides. Il y a autant de déchets alcalins. D'ailleurs, dans la nature, les pires poisons sont alcalins. Les alcaloïdes des plantes, qui envoient vite en régiment au cimetière, c'est alcalin. Alors, on délire sur l'acidité, on délire. Très bien. D'ailleurs, heureusement qu'il y a de l'acidité stomacale, car l'estomac, on peut pas digérer. donc l'estomac, qui a un pH de 2, il stérilise le bol alimentaire. Heureusement que l'estomac est acide. Quand l'estomac perd son acide, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. D'ailleurs, les petits vieux qui ont réduit les protéines perdent leur acidité stomacale et à partir de là, ils déclinent. L'acidité stomacale, c'est la première barrière contre les infections. L'acidité stomacale, de pH de 2. Ça stérilise le bol alimentaire. Parce que l'estomac, il a un rôle. Premier rôle de l'estomac, c'est le rôle de stérilisateur. Le deuxième rôle, c'est le rôle de fractionneur des aliments. Et le troisième rôle, c'est un rôle digestif seulement. Cette histoire d'acidité, si vous saviez avec mes élèves, je perds des litres de salive. Alors juste une dernière chose sur, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Dérives nutritionnelles et comportements suicidaires, c'est-à-dire, je vais simplement lire le passage, ce sera plus clair. Oui, ces malheureux pugnasses ont suivi le dogme malgré les mises en garde. Ils ont cru que la fonte musculaire, la déminéralisation, l'anémie, la leucopénie, la disparition de la libido, la chute immunitaire, l'inouïe frilosité, le vieillissement accéléré, etc. étaient, comme l'avait dit le gourou du végétal, du cru, du dissocié, des effets de la désintoxication, et que la désintoxication terminée, le poids, la santé allaient revenir à la normale avec la même alimentation. Exactement. C'est précis. Exactement. L'inouïe frilosité. Savez-vous que la plupart des crudivores ont l'été 3 à 4 pullovers en été? Bon, est-ce qu'il y a encore là besoin de sortir de Saint-Cyr? Et des paquets de couvertures en été. Ils sont glacés même l'été. Vous avez lu cette petite gamine là. Là, voyez, je le raconte là. Là, lisez cette histoire, elle est belle et triste. De cette gamine. Elle meurt en dansant. Enfin bref, quand je l'ai vue,
Il y a dans son histoire-là. Les parents me l'amènent extrêmement belle, pas comme une mode, mais d'une beauté inimaginable. Elle était une petite danseuse, elle dansait déjà à l'opéra. Et alors là, elle mangeait plus, puis elle maigrissait, enfin elle mangeait plus. Alors je lui dis, mais que mangez-vous, mademoiselle? Elle me dit, je mange que des aliments purs, ce que conseillent les naturopathes. Alors je dis, que mangez-vous? Elle me dit, le matin, je mange des fruits. À midi, je mange 2 jaunes d'œufs avec des crudités. Et le soir, je mange du fromage blanc et des crudités. Est-ce que manger des céréales? Non. Des pommes de terre? Non. Des pâtes? Non. Aucun farineux. De la viande? Non. Du poisson? Non. Sa nourriture, des jaunes d'œufs. Pas des œufs. Des jaunes d'œufs le midi, du fromage blanc le soir. Mais je dis, vous avez vu dans quel état vous êtes? Votre maigreur, votre fatigue. Elle me dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas avoir raison. Dans le journal La Vérité, tous les naturopathes disent le contraire. Vous ne pouvez pas avoir raison un seul contre tous. La gamine qui me dit ça. Quel âge avait-elle? 12-13 ans, à peine, oui, 12-13 ans. 12-13 ans. Alors j'essaie de lui expliquer, etc. On bavarde, et puis je n'arrive pas à la convaincre. Et là, le père et la mère s'en vont avec elle, et puis l'un des deux, je ne sais plus si c'est le père et la mère, elle me dit, elle ne tient que par sa volonté. Je dis, en tout cas, tenez-moi au moins au courant. Et 3 mois après, j'apprenais sa mort sur la scène de l'opéra. Voilà. Tout se résume là. Morte en dansant. Voilà. Non. Et alors, je vais vous dire, je raconte ça, c'est vrai. Le lendemain, je devais faire mes cartes de visite. Eh bien, j'ai pas mis naturopathe. J'ai pas osé mettre. J'avais honte. J'ai mis praticien de santé. Vous voyez? Vous pensez... J'avais honte d'être naturopathe, j'avais honte. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui font honte à la naturopathie en engageant des gens dans des voies de perdition où ils vont se ruiner la santé. Entendu. Mais bien entendu. Mais bien entendu. C'est pour ça que j'ai appelé ce bouquin La naturopathie foudroyée. C'est détruit par ces utopies. L'être humain, d'abord, n'est pas fait pour penser constamment à sa nourriture, pour en faire une obsession. L'être humain doit manger de tout, le plus bio possible et frugalement. Et quand on a fait ça, on a fait tout ce qu'il fallait. On n'est pas obsédé. Quand vous avez dans certaines écoles, boire un café, vous allez tomber rainement, enfin, il disparaît de mort, mais enfin, vous prenez un verre de bain, c'est la mort, vous prenez de la viande, puis vous prenez un dessert sucré, alors là, vous êtes condamné aux il n'y a plus qu'à mettre un pistolet dans l'assiette. C'est ça, ouais, exactement. Plus qu'à mettre un pistolet dans l'assiette. Et puis alors, il y a une photo qui est très importante, c'est celle-là qui fait bien réfléchir. Ah.